Donc j'indiquais ici que la fonction principale du train d'atterrissage était de limiter les perturbations pendant le vol de l'avion en permettant de diminuer les frottements avec l'air. Et la deuxième fonction, c'est de pouvoir guider l'avion lorsqu'il est au sol. Donc en orientant la roue avant de l'avion, hein, de la même manière qu'en orientant les roues avant d'une voiture, on va pouvoir tourner à gauche ou à droite. Et bien ici, c'est exactement le même principe. L'avion va pouvoir tourner à gauche ou à droite. Et puis on a également une configuration particulière pour guider l'avion au sol, euh, qui est on pourrait dire une forme de fonction dégradée, hein. C'est-à-dire que si on veut faire des manœuvres très serrées avec l'avion, il existe une possibilité pour débrayer en quelque sorte le dispositif qui permet de faire pivoter la roue de manière commandée par le pilote pour pouvoir faire tourner la roue plus fortement et arriver à faire tourner l'avion sur place, par exemple. Et puis la deuxième fonction, c'est la fonction d'amortisseur, à savoir amortir, hein, les irrégularités du sol lorsque l'avion roule au sol. Encore une fois, de la même manière qu'en voiture, vous avez des amortisseurs euh, pour amortir les irrégularités du sol. Et effectivement, hein, c'est lorsque l'avion est piloté, entre guillemets, par le tracteur ou le pousseur, que vous avez cette capacité de piloter l'avion. On en reparle un petit peu plus tard dans le sujet. Donc, c'est-à-dire de faire des virages particulièrement serrés, ce qui n'est pas possible en utilisation normale de l'avion lorsque c'est le pilote de l'avion qui contrôle. Ensuite, vous avez dans ce sujet une partie 2 sur l'étude des phases de rentrée et de sortie du train d'atterrissage. Donc cette partie 2, elle porte sur la notion de système à événements discrets dont on a parlé avant l'interruption de cours. A priori, on ne traitera pas cette partie 2 en séance guidée à distance. Pour autant, je vous invite à essayer d'y réfléchir quand vous aurez un petit moment pour vous y consacrer. C'est un exercice qui résume en quelque sorte ce qu'on a vu sur la définition des diagrammes d'état, sur les transitions, sur les conditions et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, si vous la préparez, à m'envoyer un message si vous avez des questions, bien sûr. J'y répondrai avec plaisir. Et puis selon les évolutions des séances de cours TD et ainsi de suite, eh bien peut-être qu'on y reviendra quand même, si on a un petit peu de temps, euh, à l'occasion d'une séance guidée. Aujourd'hui, nous, on va plus particulièrement s'intéresser à la partie numéro 3 sur l'étude du système. Et donc, dans cette partie numéro 3, vous avez la partie 2, 3.2, donc qui fait quelques rappels de cinématique. La partie numéro 3 qui propose quelques rappels de statique. Et puis, la partie numéro 1, qui est une nouveauté en quelque sorte, hein, puisque elle fait appel à quelques résultats du cours de théorie des mécanismes que l'on n'a pas encore fait. Donc on va traiter aujourd'hui cette partie 3.1 ensemble. Je vais vous guider dans la résolution de cette partie. Et puis on va avoir de cette manière, de façon inductive, hein, quelques résultats intéressants de théorie des mécanismes sur les notions de mobilité, sur les notions d'hyperstatisme, qui sont des éléments dont on a peut-être eu l'occasion de parler déjà à l'occasion des cours de cinématique et de statique. Et puis aujourd'hui, on va commencer un petit peu à organiser les notions dont on a pu parler de manière intuitive en vue du cours de théorie des mécanismes qui aura lieu donc demain matin. Est-ce qu'il y a des questions globalement sur le programme de la journée déjà et des séances à venir? Alors, on donne sur le document ressources numéro 3 le schéma cinématique du système de rentrée du train d'atterrissage. Donc, on présente ici le schéma cinématique du dispositif de pilotage du train avant et du dispositif de rentrée du train avant. On va identifier notamment une liaison pivot qui est située ici entre le fuselage S0, c'est-à-dire entre guillemets le bâti de l'avion, hein, et le caisson S1,
liaison pivot autour de l'axe Y, précisément autour de l'axe AY. Et donc cette liaison pivot, c'est la liaison pivot qui va permettre le basculement du train vers l'arrière, donc lorsqu'on souhaite effectuer la rentrée du train d'atterrissage. Et puis on a pour ce mouvement de rentrée du train d'atterrissage le dispositif de contre-fiche inférieure et contre-fiche supérieure qui va permettre de créer un parallélogramme déformable, enfin pas un parallélogramme, pardon, un quadrilatère déformable. Et donc c'est cette articulation, cet ensemble articulé HGD qui va pouvoir se replier sous l'action d'un V1 pour effectuer la rentrée du train d'atterrissage. Donc on a ici une première chaîne cinématique dans l'étude du mouvement, et puis on a ici une chaîne cinématique avec le secteur denté qui est situé ici, et qui va permettre de piloter la rotation du train d'atterrissage autour de l'axe Z par rapport au caisson. Et donc c'est cette liaison pivot ici d'axe AZ qui est présentée ici, qui va permettre de piloter l'avion donc lorsque l'avion est en train de rouler au sol. Donc voilà ici une deuxième chaîne cinématique. Et puis on a ensuite une troisième chaîne cinématique qui est celle qui va être visualisée ici grâce à l'articulation du compas avec le compas supérieur et le compas inférieur. Et puis on va retrouver donc ici un nouveau degré de liberté dans cette translation d'axe BZ, l'aspect amortisseur donc du train d'atterrissage. Alors ces différentes chaînes cinématiques vous sont présentées hein, dans le diagramme de présentation, enfin dans le texte de présentation qui est donné ici. Au niveau de la contrefiche donc, qui est située ici, on propose entre le tube tournant S2 et la tige coulissante S3 une liaison pivot glissant. L'objectif étant ici de laisser la rotation entre S2 et S3 justement pour avoir ce fonctionnement un peu exceptionnel entre guillemets dans lequel vous allez forcer la roue à tourner au-delà des limites imposées par le dispositif de commande de la roue. Donc c'est-à-dire que le secteur denté va être bloqué en position. Par contre, si vous autorisez ici la rotation libre de S3 par rapport à S2, eh bien vous pouvez tourner la roue sans restriction de course particulière. Et donc pour faire ça, vous allez désolidariser le compas supérieur ici du tube tournant, puisque c'est en fait ce compas supérieur ici qui a pour effet dans le mécanisme de bloquer la rotation de la tige coulissante par rapport au tube tournant, sans pour autant bloquer la translation de l'un par rapport à l'autre. Donc de cette façon-là, lorsque le compas est bien installé, on réalise une liaison glissière entre le tube tournant et la tige coulissante. Et lorsque le compas est déconnecté, entre guillemets, on a bien ici une liaison pivot-glissant entre le tube tournant et la tige coulissante. Alors, dans un premier temps, on souhaite faire un graphe de structure du mécanisme. Je vous laisse quelques minutes. Déjà pour réfléchir au graphe de structure que vous voulez proposer. Et je profite de ces quelques minutes du coup pour répondre aux questions qui peuvent arriver. Donc si on supprime complètement le compas supérieur, donc j'enlève complètement hein, les solides S4 et S5, je peux essayer de représenter rapidement ce que ça donnerait. On va dire que ça, on s'en fout. Par contre, on veut du blanc à l'intérieur. Donc en supposant ici que je supprime complètement le compas, eh bien, avec l'architecture qui est proposée ici, vous avez une rotation libre de la tige coulissante S3 par rapport au tube coulissant S2, et vous avez une translation libre de la tige coulissante S3 par rapport au tube coulissant S2. Donc c'est une liaison pivot glissant ici qui est proposée
entre le tube tournant et la tige coulissante. Maintenant, et ça va répondre à la question d'Armand à propos de comment est-ce que le pilote tourne la roue lorsqu'il souhaite diriger l'avion, eh bien on identifie ici sur le schéma cinématique un secteur denté. Je peux aussi le mettre un peu en évidence. Donc vous avez ici ce secteur denté, on va le mettre un peu plus épais et pas en pointillé. Vous avez ici donc ce secteur denté, disais-je, qui est relié, on le verra un petit peu plus tard dans l'étude, à une crémaillère, donc c'est un piston. Ce qu'on est en train de fabriquer ici, en fait, c'est un piston rotatif, un vérin rotatif, exactement comme celui qu'on a vu lors du dernier TD de conception avant l'interruption de cours. Donc vous avez un piston linéaire tout à fait normal, et sur la tige de ce piston, vous allez placer une crémaillère, et c'est cette crémaillère qui va entraîner la rotation du secteur denté que j'ai repassé ici en rouge. Et donc lorsque le pilote souhaite orienter les roues avant vers la gauche ou vers la droite pour faire tourner l'avion, eh bien ce qui se passe, c'est que le secteur denté qui est situé ici va tourner vers la gauche ou vers la droite, selon la consigne qui était envoyée par le pilote. Donc ça veut dire que pour que ce mouvement qui est transmis au secteur denté soit transmis à la tige coulissante, aux roues, eh bien il faut bloquer la rotation du tube tournant par rapport à la tige coulissante. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on a installé donc le compas pour bloquer la rotation de la tige coulissante par rapport au tube tournant. Le compas, c'est un mécanisme qui est articulé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir plier entre guillemets le triangle CEF. L'objectif de cette articulation au niveau du point E, hein, effectivement, c'est d'avoir une distance entre le point C et le point F qui peut être variable, et donc de garder quand même le mouvement de translation possible entre la tige coulissante et le tube tournant pour garder la fonction d'amortisseur du train d'atterrissage. Et pour les manœuvres complexes, lorsque l'avion est tiré au sol effectivement par le véhicule tracteur, eh bien on va désolidariser le compas supérieur de la tige du tube tournant, pardon, c'est-à-dire qu'on va défaire la liaison au point C. On va plier complètement le compas supérieur et le compas inférieur de manière à ce que ça ne gêne pas dans la manœuvre, ou bien on va l'utiliser à la limite même pour raccrocher l'avion sur le tracteur. Et puis de cette façon-là, comme on a rompu la liaison entre le compas et le tube tournant ou la tige coulissante, eh bien on libère la rotation entre la tige coulissante et le tube tournant, ce qui permet de tourner complètement la roue sans être bloqué par la limite de course du secteur denté et du vérin rotatif. Donc voilà ici pour le fonctionnement. Alors si on veut tracer le graphe de structure du mécanisme, on peut identifier le solide S0 qui est le bâti. Avant de proposer une correction, est-ce que vous avez réussi globalement à identifier le graphe de structure de ce mécanisme? Ou est-ce que vous avez eu des difficultés a priori? Donc je suppose que la réponse oui concerne la question est-ce que vous avez réussi? Alors il n'y a pas grande difficulté, hein, effectivement, notamment avec la présentation du mécanisme. On a ici un solide 0, alors on peut lister l'ensemble des différents solides. Et puis comme je l'indiquais, on a cette première liaison pivot d'axe AY entre le fuselage et le caisson. Ensuite, on a tout le mouvement de repli du train avec une série de liaisons pivots d'axe Y, mais le point va changer à chaque fois. Donc entre S1 et S6, la contrefiche inférieure, on a une liaison pivot d'axe DY. Entre S6 et S7, c'est une liaison d'axe GY. Et entre S7 et le bâti, c'est une liaison d'axe HY. Donc ça, c'est la première chaîne cinématique dont on parlait ici.
la première fonction du train d'atterrissage. Ensuite, on a la deuxième fonction du train d'atterrissage qui est matérialisée ici par cette liaison L12, pivot d'axe AZ, qui permet la rotation du train d'atterrissage, la rotation commandée, encore une fois, du train d'atterrissage. Et puis ensuite, entre S2 et S4, puis entre S4 et S5, on va trouver une série de liaisons d'axe Y'. L'axe Y' défini ici, hein, c'est alors dans la configuration telle que le mécanisme est présenté ici, Y' est confondu à Y. Mais il faut bien garder à l'esprit le fait que si cette rotation d'axe Z s'exprime, eh bien vous allez avoir un axe XYZ lié au bâti et à l'ensemble S0, S1, S6, S7, et puis un axe X', Y', Z lié à l'ensemble S2, S3, S4, S5. Et puis on a encore une liaison d'axe FY', c'est la liaison entre S5 et S3, donc c'est-à-dire au niveau de la jonction entre le compas inférieur et la tige coulissante. Et puis enfin la liaison de pivot d'axe BZ entre la tige coulissante et le tube tournant. Donc voilà ici le graphe de structure auquel on arrive à partir du schéma cinématique du mécanisme. On demande ensuite, donc d'après ce graphe de structure, combien d'équations scalaires issues d'une étude cinématique pourront être écrites. Donc est-ce que vous pouvez me rappeler ici, puisque vous avez votre cours de cinématique bien en tête, comment on peut déterminer le nombre d'équations cinématiques que l'on peut exploiter dans un système? Alors, on a Théo qui rappelle une relation L moins S plus 1, donc c'est-à-dire le nombre de liaisons moins le nombre de solides plus 1. Ça, c'est la relation qui va permettre de trouver effectivement le nombre cyclomatique. Et ensuite, à l'aide du nombre cyclomatique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? Donc, en l'occurrence, le calcul de L moins S plus 1, le calcul du nombre cyclomatique, vous donne quel résultat? On trouve ici L moins S plus 1 est égal à 2, effectivement. Donc on a ici 9 liaisons, moins 8 solides, plus 1. On trouve bien effectivement un nombre cyclomatique de 2, ce qui correspond donc à 2 boucles dans le graphe de structure. Donc on a une première boucle à ce niveau-là, et on a une deuxième boucle à ce niveau-là. Donc voilà ici hein, les deux cycles identifiés par ce nombre cyclomatique de 2, en effet. Et bien maintenant, ce qu'on sait effectivement, c'est que pour chacune de ces fermetures, de ces cycles identifiés sur le graphe de structure, on va pouvoir identifier, réaliser une fermeture cinématique. Donc par exemple, je vais pouvoir écrire le fait que le torseur cinématique de 7 par rapport à 6, plus le torseur cinématique de 6 par rapport à 1, plus le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, plus le torseur cinématique de 0 par rapport à 7, est égal à un torseur cinématique nul. Et ça va me donner donc une première équation torsorielle. Et puis je vais pouvoir réaliser de la même manière une deuxième équation torsorielle. Le mouvement de S3 par rapport à S2, plus le mouvement de S2 par rapport à S4, plus le mouvement de S4 par rapport à S5, plus le mouvement de S5 par rapport à S3, et un mouvement nul. Donc finalement, avec gamma cycle indépendant, on peut faire gamma fermeture géométrique, écrire gamma équation torsorielle. Dans une équation torsorielle, on sait qu'on a deux équations vectorielles, donc ça donne 2 fois gamma équation vectorielle. Les deux équations vectorielles étant l'équation de vitesse de rotation et l'équation de vitesse de translation. Et puis si on projette ça sur les 3 directions du repère x, y, z, on obtient finalement 6 équations scalaires. La somme des vitesses de rotation autour de l'axe x, la somme des vitesses de rotation autour de l'axe y, la somme des vitesses de rotation autour de l'axe z, et puis la somme des vitesses suivant x, la somme des vitesses suivant y, la somme des vitesses suivant z. Donc avec 2 cycles indépendants, on arrive ici finalement à 12 équations cinématiques.
pour gamma égale 12, le nombre d'équations cinématiques indépendantes issues de l'application des fermetures cinématiques est donc de 12. Dans un second temps, on souhaite déterminer le nombre d'équations scalaires issues d'une étude statique. Ici, comment peut-on procéder pour déterminer le nombre d'équations scalaires issues d'une étude statique? Et donc là, il faut ramener à votre esprit le cours de statique, cette fois-ci. Quel est le paramètre important permettant de déterminer le nombre d'équations statiques que l'on va pouvoir écrire? C'est effectivement en rapport avec le principe fondamental de la statique, en effet, Armand. Donc l'outil principal que l'on a en effet pour traiter un problème de statique, c'est le principe fondamental de la statique. Alors le nombre d'actions mécaniques, ça nous sera utile un petit peu plus tard, mais ça ne sera pas directement utilisé ici. Par contre, ce qu'on sait ici, c'est que si je reviens justement sur cet outil dont on a à disposition lorsqu'on étudie le comportement statique d'un système et qui est le principe fondamental de la statique, l'idée de ce principe fondamental de la statique, c'est d'isoler un solide ou un ensemble de solides et puis d'obtenir un certain nombre d'équations à propos de ce solide ou de cet ensemble de solides. Et donc, sur un mécanisme comme celui qui nous est présenté ici, la question qui se pose, c'est de savoir combien d'isolements différents on peut faire sans faire apparaître d'informations redondantes. Donc par exemple, je vais avoir une possibilité qui va être d'isoler le solide numéro 7. Si j'isole le solide numéro 7, je vais obtenir une relation entre les actions mécaniques dans la liaison L70 et les actions mécaniques dans la liaison L67. Puis, si j'isole le solide S6, je vais trouver des relations entre les actions mécaniques dans la liaison L67 et dans la liaison L16. Et si ensuite, je choisis d'isoler l'ensemble S7 plus S6, eh bien en réalité, en faisant ça, je ne vais rien trouver de nouveau par rapport à ce que j'ai déterminé précédemment. Donc le fait d'isoler l'ensemble S7 plus S6, si j'avais déjà fait avant l'isolement de S7 tout seul plus l'isolement de S6 tout seul, ne va rien me donner. Et ça ne constitue pas un ensemble d'isolement indépendant. Donc finalement, pour réaliser des isolements indépendants, eh bien, il suffit en fait de compter chacun des solides dans le mécanisme et de considérer que pour chacun des solides, on va pouvoir faire un isolement. Et une fois que j'aurai isolé S7, puis S6, puis S1, puis S2, puis S4, puis S5, puis S3, eh bien j'aurai fait tous les isolements que je peux faire sans avoir de recouvrement. Je rappelle qu'on n'isole jamais le solide S0 qui est le bâti, tout simplement parce que dans cette liaison entre S0 et puis le peigne qui est situé ici, je ne sais pas caractériser les actions mécaniques. Donc le solide S0, le bâti ne peut jamais être isolé, ce qui veut dire que pour un système avec 8 solides en incluant le bâti, on a 8 moins 1 isolement possible. Et donc comme pour l'application des fermetures géométriques, et bien tout à l'heure on avait gamma fermeture géométrique indépendante possible, et bien pour ces gamma égale 2 fermetures indépendantes, on pouvait déterminer deux équations vectorielles. Ici, ça va être le même principe. Pour chacun des isolements, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique. Ce principe fondamental de la statique, c'est une équation torsorielle. Donc, on va retrouver n-1 solide, équation torsorielle, ce qui correspond à 2 fois n-1 équation vectorielle,
ou bien 6 fois n-1 équation scalaire. Et donc, en l'occurrence, avec nos 7 solides, on va identifier 6 fois 7, c'est-à-dire 42 équations scalaires issues d'une étude statique. Et puis, il y avait un dernier point dans la question qui était de voir ce qui se passe si on s'intéresse à la somme du nombre d'équations scalaires statiques, c'est-à-dire 42, plus le nombre d'équations scalaires cinématiques, c'est-à-dire 12. Si vous faites 42 plus 12, logiquement, vous arrivez à quel résultat? 54, très bien. Vous êtes tous d'accord avec ce résultat de 54, c'est plutôt rassurant. Et donc, ce qu'on peut constater, alors pour l'instant, on va se contenter de le constater, mais on pourra le démontrer ultérieurement. Donc, avec 12 équations cinématiques et 42 équations statiques, on arrive à un total de 54 équations disponibles. Et puis, ce qu'on peut constater ici, c'est que 54, c'est égal à 6 fois 9. Or, le nombre de 9 n'est pas tout à fait innocent dans l'histoire, puisque ça correspond en effet au nombre de liaisons dans notre mécanisme. Donc, vous avez ici ce lien qui est intéressant, à savoir la somme calculée avec le nombre d'équations cinématiques et le nombre d'équations statiques est égale à 6 fois le nombre de liaisons. Donc voilà ici ce premier résultat que l'on constate avec cet exercice. Alors ensuite, dans un second temps, on veut s'intéresser ici aux mobilités du mécanisme. C'est effectivement toujours vrai, William. Le nombre d'équations cinématiques et le nombre d'équations statiques sera toujours égal à 6 fois le nombre de liaisons dans le mécanisme. Alors au passage, ça peut vous permettre éventuellement d'identifier un problème de modélisation sur l'étude que vous êtes en train de mener, effectivement. Alors, on va garder ce résultat en tête. Simplement, on va le mettre de côté pour un petit instant. Et puis, on va venir à une autre étude qui est celle des mobilités du mécanisme. Alors, je vous présente ici sur la droite un petit algorithme qui permet d'identifier le nombre de mobilités. Donc, il faut voir ça un petit peu comme un diagramme d'état, en quelque sorte. On a un pseudo-état initial qui est ici. On va rentrer dans cet état dans lequel on va affecter à une variable m la valeur 0. Et puis, on arrive ici dans cet état de choix, en quelque sorte. Et la question qui est posée ici, c'est est-ce qu'un mouvement est envisageable sur le mécanisme? Et puis, en fonction de la réponse, oui ou non, on va avoir un comportement différent. Alors, est-ce que vous identifiez ici un mouvement envisageable sur notre mécanisme? Faire tourner les roues avant. Alors, je précise ici la remarque d'Armand, ce qu'on entend ici, pour qu'on soit bien d'accord entre nous, ce qu'on entend ici par faire tourner les roues avant, effectivement, c'est orienter les roues avant plutôt que faire rouler les roues avant. Mais on a bien ici ce degré de liberté qui est possible. Donc, on a effectivement un mouvement qui est envisageable. Et donc, ça veut dire que dans la variable m, on va rajouter 1, et donc on passe ici à une mobilité. Une fois qu'on a rajouté une mobilité, on arrive dans cet état, c'est-à-dire qu'on va bloquer cette mobilité. On suppose donc à partir de maintenant que le pilote ne peut plus agir sur la commande d'orientation des roues avant. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du secteur denté ici, je vais bloquer la position du secteur avant et donc je vais bloquer le degré de liberté en rotation dans la liaison pivot qui est située ici. Donc je vais bloquer ici cette liaison. Et maintenant, avec cette liaison bloquée ici,
Est-ce que j'identifie encore? Donc, c'est-à-dire j'ai bloqué le mouvement d'orientation des roues. Avec ce mouvement d'orientation des roues, est-ce que j'identifie encore, donc je suis revenu dans cette étape-là, un mouvement possible? Si oui, lequel? Et si oui, je pourrais rajouter encore une unité au nombre de mobilités. Rentrer, sortir les roues, donc c'est le mouvement de déploiement slash rentrée du train. Donc c'est-à-dire que je vais ici considérer maintenant que ce mouvement-là est bloqué. Donc c'est-à-dire que c'est cette liaison pivot qui est bloquée ici. Alors au passage, ici on avait m égale 1. Là on vient de passer à m égale 2 du coup. Et puis enfin on a le mouvement d'amortisseur. Donc c'est la suspension qui est ici, qui est liée à cette liaison pivot glissant qui est là. Je vais passer du coup à m égale 3. Bon, mon écriture n'est pas très jolie, hein, mais c'est pas forcément évident avec le trackpad d'écrire. Mais vous avez l'idée. Si je bloque le mouvement de montée et de descente, le mouvement de compression ou de détente de l'amortisseur, est-ce qu'un mouvement est encore envisageable? A priori, si je bloque ces 3 degrés de liberté, qui sont la rotation de la roue autour de l'axe vertical, la rentrée du train et la translation, voilà, pour l'amortissement, eh bien j'ai bloqué complètement mon mécanisme. Donc ça veut dire finalement que m est égal à 3. J'ai donc 3 mobilités dans ce système. Alors, question de William, pour étudier les mobilités du système, on étudie seulement le mouvement de la sortie, c'est-à-dire les roues. Pas forcément. En fait, j'ai ici étudié tous les mouvements possibles dans mon mécanisme. Je ne sais pas si j'ai répondu déjà à la question, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la suite de l'étude. Donc finalement, en appliquant l'algorithme qui était présenté ici, on arrive à un degré de mobilité qui est égal à 3. Donc finalement, on arrive à m égale 3, hein, voilà pour rappel, avec l'identification des 3 mouvements en question, la rotation autour de l'axe Z qui permet d'orienter l'avion, la rotation autour de l'axe Y qui permet de rentrer le train, et la translation dans la direction Z qui permet l'amortissement. Le nombre de mobilités, c'est un peu comme le degré de liberté totale du système de Mande-Pierre, c'est exactement ça, effectivement. Ce qu'on entendra par mobilité, en effet, c'est le nombre de mouvements possibles dans le système, et donc ça correspondra en effet à des degrés de liberté. Il faut bien faire la distinction ici sur le fait que quand on étudie la théorie des mécanismes, on s'intéresse bien à l'ensemble des degrés de liberté, même si certains peuvent être redondants. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on imagine un bras articulé avec un outil situé à son extrémité, eh bien vous voulez positionner cet outil à un certain endroit dans l'espace pour effectuer l'opération que vous avez à faire. Et donc déplacer un solide dans l'espace, c'est une opération qui se fait au maximum avec 6 degrés de liberté. C'est-à-dire que vous allez positionner un point de l'outil dans les 3 directions de l'espace X, Y, Z. Et puis autour de ce point-là, vous allez faire tourner l'outil autour des 3 directions X, Y, Z. Donc pour positionner un solide dans l'espace, vous n'avez que 6 degrés de liberté possibles. Maintenant, pour ramener votre outil à la position désirée, vous pouvez faire appel à plus de 6 degrés de liberté. L'intérêt ici, c'est de permettre justement à votre outil d'arriver par le haut, par exemple, ou par le bas. Et donc pour ça, vous allez pouvoir augmenter le nombre de degrés de mobilité de votre bras articulé. Et donc le nombre de mobilités peut être supérieur à 6, même si finalement, si on étudie les roues de ce système de train d'atterrissage, elles ne pourront jamais au maximum
ne se déplacer que dans 3 directions ou autour de 3 directions. Voilà, mais dans nombre de mobilités, hein, c'est bien la somme de toutes les mobilités indépendantes les unes après les autres, même si certaines ont le même effet. Pour donner une autre illustration de ce principe-là, simplement, si vous considérez votre propre bras, qui est une forme de bras articulé finalement, vous le descendez le long de votre corps, et bien si vous voulez lever la main, vous avez 2 façons possibles de lever la main, au minimum 2 façons possibles, hein, peut-être plus. La première, c'est de plier l'articulation du coude de manière à lever l'avant-bras et donc à lever la main, si vous voulez lever la main vers l'avant. Et la deuxième possibilité, c'est en gardant fixe l'articulation du coude, c'est d'utiliser l'articulation de l'épaule pour lever complètement le bras vers l'avant, pour lever le bras en entier vers l'avant. Donc vous avez 2 possibilités d'effectuer des mouvements similaires. Et on ne prend pas en compte le sens des translations-rotations, effectivement, c'est-à-dire que dans une mobilité, le fait de tourner dans le sens direct ou dans le sens indirect est considéré comme une seule mobilité. Alors ensuite, on rappelle sur l'énoncé la définition de inconnu cinématique, inconnu statique. Donc on définit l'inconnu cinématique comme étant un mouvement possible dans une liaison. Une liaison pivot, par exemple, comporte une inconnue cinématique. Et ce qu'on entend par inconnu cinématique, c'est que si j'écris le torseur cinématique d'une liaison pivot, eh bien, dans une liaison pivot, j'ai toujours 6 mouvements possibles, a priori, entre 2 solides. Sauf que si j'ai une liaison pivot entre ces 2 solides, eh bien, parmi les 6 mouvements possibles, 5 sont forcément bloqués par la liaison pivot. Et donc, ils sont forcément connus puisque égaux à 0. Tandis que le dernier est inconnu puisqu'il dépend du mouvement possible dans cette liaison pivot. Et par analogie, on définit une inconnue cinématique comme étant une action mécanique transmissible par une liaison. Et donc, la contrepartie de ce que j'ai dit précédemment, c'est que si une liaison pivot possède une inconnue cinématique, alors elle possède 5 inconnues statiques. Donc, c'est-à-dire que dans une liaison pivot, puisqu'il y a un degré de liberté en rotation, alors on ne peut pas transmettre de couple autour de cette direction-là. Par contre, tous les autres mouvements qui sont bloqués peuvent permettre de transmettre des actions mécaniques. Et là encore, hein, j'utilise le terme peuvent, enfin là encore parce que j'ai eu l'occasion d'en parler lorsqu'on a commencé le cours de modélisation des actions mécaniques. Les 5 autres directions peuvent permettre de transmettre des actions mécaniques. Ça n'est pas forcément. Donc on souhaite ici maintenant déterminer le nombre d'inconnus cinématiques et le nombre d'inconnus statiques dans le mécanisme. Alors pour les inconnus cinématiques, comment procéder ici globalement? Et est-ce que vous arrivez à un nombre d'inconnus cinématiques? Donc 9, c'est la première proposition, c'est ça pour le nombre d'inconnus cinématiques. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition de 9? Est-ce que certains ont d'autres propositions à faire? Pierre propose 10. Harry propose 10. Gaspard propose 14. Alors effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que c'est peut-être la raison qui amène à la proposition 9, hein, effectivement, il faut bien faire attention au fait que dans ce mécanisme-là, on n'a pas que des liaisons pivots. On a 9 liaisons au total. Chaque liaison pivot apporte une inconnue cinématique, mais on a seulement 8 liaisons pivots ici. La dernière étant une liaison pivot glissant. Donc finalement, on a 8 fois une inconnue dans les liaisons pivots, plus une fois 2 inconnues dans la liaison pivot glissant, soit un total de 10 inconnues cinématiques. Pour les inconnues statiques, là encore, quel est le résultat auquel vous arrivez? 39, première proposition, 44, deuxième proposition, qui pour l'instant prend la tête de la compétition avec 2 votes, 3 votes maintenant contre 1.
Quelques autres propositions. 67 pour Gaspard. La réponse 44 semble mettre tout le monde d'accord. Ici, le principe est le même. Il suffit d'identifier en effet le type de liaison, le nombre de liaisons, et pour ce type de liaison-là, quel est le nombre d'inconnues transmises. On l'a vu dans le rappel, hein, pour une liaison pivot, on a 5 actions mécaniques transmissibles. On a toujours 8 liaisons pivots. Et dans une liaison pivot-glissant, dans la mesure où on a 2 degrés de liberté, eh bien, on n'a plus que 4 actions mécaniques transmissibles. Et on a toujours une liaison pivot-glissant. Donc finalement, on va avoir ici, en termes d'inconnu statique, attention ici, il y a une petite faute de frappe. Ça devrait être un IS à la place du IC. Donc on arrive finalement bien à 44 inconnus statiques dans le mécanisme. Et puis là encore, on propose d'observer un nouveau résultat, à savoir le fait que 10 inconnus cinématiques et 44 inconnus statiques, ça nous donne une somme de 54 inconnus au total. Et 54, c'est toujours égal à 6 fois 9, c'est-à-dire 6 fois le nombre de liaisons. Alors, pour le nombre d'inconnus, c'est pas forcément spectaculaire, hein, je dirais, dans le sens où j'ai bien présenté les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que si une liaison autorise un mouvement, alors dans cette direction ou autour de cette direction, elle ne permet pas de transmission d'action mécanique. Donc ça veut dire que sur les 6 degrés de liberté qui peuvent exister entre deux solides, eh bien, soit les 6 degrés de liberté sont complètement, sont complètement libres, existants, et j'ai pas du tout de lien entre les deux solides, soit je mets en place une liaison mécanique entre les deux solides, et dans ce cas-là, je vais bloquer un certain nombre de degrés de liberté, mais laisser libre un certain nombre de degrés de liberté, et finalement, sur les 6 degrés de liberté, ils seront soit libres, soit bloqués, mais il n'y a pas d'autre possibilité pour un mouvement que libre ou bloqué. Donc c'est assez logique finalement que si je fais la somme des mouvements qui sont libres dans chacune des liaisons, plus la somme des mouvements qui sont bloqués dans chacune des liaisons, j'arrive finalement à la somme des mouvements possibles dans mon système. Donc là, ici, on arrive assez facilement à comprendre pourquoi la somme des inconnus cinématiques plus des inconnus statiques est égale à 6 fois le nombre de liaisons. Dit autrement, hein, dans chaque liaison, vous avez 6 mouvements possibles, et ces 6 mouvements sont soit effectivement réalisés, et dans ce cas-là, ils vont rentrer dans le compte des inconnus cinématiques, soit ils ne sont pas réalisés, et dans ce cas-là, ils vont rentrer dans le compte des inconnus statiques, mais de toute façon, ils vont rentrer dans le compte des inconnus. Et donc, pour 6 liaisons, enfin pour n liaisons, on a bien 6 fois n inconnus qui seront soit des inconnus cinématiques, soit des inconnus statiques. Donc ça, on le comprend assez bien et assez facilement. Et finalement, le résultat qu'on avait ici, précédemment à propos des équations statiques et des équations cinématiques, eh bien en réalité, il est assez lié au raisonnement qu'on a fait ici, hein. C'est-à-dire que une équation cinématique, c'est une équation qui va contraindre le mouvement du mécanisme. Et une équation statique, c'est une équation qui va contraindre l'immobilisation du mécanisme. Et là encore, chaque liaison a 6 façons de soit contraindre le mouvement, soit contraindre l'immobilité. Et donc en fait, bien, c'est tout à fait logique aussi que pour les équations statiques, on retrouve le fait que le nombre d'équations statiques plus d'équations cinématiques soit égal à 6 fois le nombre de liaisons, puisque chaque liaison va pouvoir amener soit 6 contraintes cinématiques, 6 équations cinématiques, soit 6 équations statiques, soit une combinaison, bien sûr, d'équations cinématiques ou statiques. Et donc voilà, alors c'est une démonstration qui est plus basée sur un raisonnement que sur une démonstration à proprement parler, mais on retrouve bien ici, hein, le fait que systématiquement, le nombre
d'équations cinématiques plus le nombre d'équations statiques sera toujours égal à 6 fois le nombre de liaisons. Et ça sera valable pour tous les systèmes, effectivement. Et de la même manière, le nombre d'inconnus cinématiques plus le nombre d'inconnus statiques sera toujours égal à 6 fois le nombre de liaisons. C'est simplement des considérations, je ne sais même pas comment dire, c'est par définition de ce qu'on entend par liaison, par inconnu statique ou cinématique et par équation statique ou cinématique, que ces deux relations-là seront toujours vérifiées, quel que soit le mécanisme étudié. La seule condition qui fait que ça ne soit pas respecté, c'est que quelque part, vous avez oublié d'identifier une inconnue cinématique ou statique dans une de vos liaisons. Par exemple, vous avez oublié de considérer la liaison pivot-glissant qui était ici. Bon, dans ce cas-là, si vous considérez que vous avez 9 fois une inconnue cinématique, eh bien forcément, si vous faites le calcul, vous n'arriverez pas au fait que la somme des équations cinématiques et des équations... vous n'arriverez pas forcément au fait que la somme des inconnus cinématiques et des inconnus statiques est égale à 6 fois le nombre de liaisons, et ça peut vous permettre d'identifier une erreur. Maintenant, pour que cette erreur soit identifiable avec ce principe-là, c'est souvent le cas aussi, il faut faire attention de ne pas faire 2 fois la même erreur. C'est-à-dire que si vous oubliez la liaison pivot-glissant, aussi bien pour le décompte des inconnus statiques que pour le décompte des inconnus cinématiques, eh bien vous pouvez passer à côté de l'erreur. Donc ce n'est pas un résultat qui vous permet forcément d'identifier une erreur, mais c'est un résultat qui peut vous aider à identifier dans certains cas une erreur. De la même manière que l'homogénéité d'un résultat ne donne pas forcément la validité du résultat. Un résultat qui n'est pas homogène est forcément faux, mais un résultat homogène n'est pas forcément vrai. C'est cette relation d'implication, vous avez dû voir en mathématiques, le cours de logique. Donc le fait d'avoir IC plus IS différente de 6 fois L indique que vous avez une erreur. Maintenant, le fait d'avoir IC plus IS égal à 6 fois L ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, mais en tout cas, dans tous les cas, cette relation reste valable. Le nombre d'inconnus cinématiques plus le nombre d'équations statiques, d'inconnus statiques est égal à 6 fois le nombre de liaisons, et ça marche également avec le nombre d'équations cinématiques et statiques. Alors maintenant, on revient sur une deuxième modélisation du système, c'est-à-dire qu'au lieu d'étudier le système dans son intégrité, on va simplement s'intéresser à la partie de rentrée du train d'atterrissage, donc c'est-à-dire au quadrilatère articulable S0, S1, S6, S7. Et donc j'ai supposé que je me passais complètement de tout ce qui était en dessous, c'est-à-dire que les solides 2, 3 et 4 et 5 ne m'intéressent plus du tout. Donc je les ai complètement retirés de mon graphe de structure pour m'intéresser uniquement à la partie supérieure. La question qui est posée ici, c'est de faire un schéma cinématique plan de cette boucle-là uniquement du mécanisme. Alors, a priori, pas grande difficulté. Toutes les liaisons pivots sont d'axes collinéaires au vecteur Y. Donc, quel est le plan le plus judicieux pour réaliser le schéma cinématique plan de ce mécanisme? C'est effectivement le plan XZ. On visualisera très bien les rotations autour de l'axe Y en choisissant cet axe perpendiculaire au plan du dessin. Et puis, pour concevoir le schéma cinématique, il faut mettre en place un petit peu l'architecture du système. Donc, ce que j'identifie ici, c'est que le point A est situé en haut à gauche. Je vais regarder en gros dans cette direction mon train d'atterrissage. Et puis, si je le regarde de ce côté-là, le point A est situé en haut à gauche, comme je le disais. En bas, un petit peu à droite du point A, on a le point D. Un peu au-dessus et à droite du point D, on a le point G. Et puis encore un peu au-dessus et à droite, on a le point H, avec un point H qui, manifestement, est un peu en dessous quand même du point A. Donc voilà, à la louche, la disposition des points A, D, G et H
pour préparer mon schéma cinématique. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des points A et H, on a les liaisons pivots avec le bâti, donc je vais pouvoir représenter le bâti en ces deux points A et H. Et puis ensuite, on a un solide AD, alors, pardon, on a des liaisons pivots aussi au point D et G. Et puis on a un solide qui va du point A vers le point D, un solide qui va du point D vers le point G, un solide qui va du point G vers le point H. Voilà le schéma cinématique de cette boucle-là du mécanisme. Rien de bien compliqué ici. Et donc maintenant, avec cette chaîne simplifiée ici, on va reprendre les questions précédentes. Alors pour rappel, on avait une première question qui était effectuer le graphe de structure, ça c'est fait. Combien d'équations scalaires issues d'une étude cinématique? Donc ici, qu'est-ce que vous proposez ici comme nombre d'équations cinématiques? 6 équations cinématiques, effectivement. Donc c'est-à-dire que dans cette sous-partie du mécanisme, on n'a effectivement plus qu'une fermeture vectorielle, plus qu'une fermeture cinématique possible. Donc 6 équations cinématiques. Déterminer ensuite le nombre d'équations statiques. Donc on a en tout 4 solides. Le bâti S0 ne peut pas être isolé, donc il reste finalement 3 solides intéressants pour lesquels on va pouvoir écrire à chaque fois 6 équations, c'est-à-dire effectivement 18 équations statiques. Et on a bien toujours 18 plus 6 qui est égal à 6 fois 4. En termes d'inconnus cinématiques, ici, combien d'inconnus cinématiques? 4, effectivement. On a 4 liaisons pivots qui chacune apportent une inconnue cinématique. En termes d'inconnus statiques, on a toujours 4 liaisons pivots qui chacune vont apporter 5 inconnus statiques. Donc on arrive à 5 fois 4 égale 20 inconnus statiques. C'est probablement les réponses que vous êtes en train de proposer sur la conversation écrite. Et là encore, on va retrouver le fait que 20 plus 4 est égal à 24, c'est-à-dire 6 fois 4 liaisons. Donc pour 4 liaisons, le nombre d'équations cinématiques plus statiques, 6 plus 18, est égal à 24. Le nombre d'inconnus cinématiques et statiques est égal à 24, ce qui est bien égal à 6 fois 4. Ensuite, en termes de mobilité, combien de mobilité vous identifiez ici dans ce mécanisme? Ici, si je reprends l'algorithme qui était présenté, je vais considérer une liaison pivot entre le solide 0 et le solide 1, donc c'est-à-dire la rotation de la pièce rouge ici par rapport autour du point A. Donc ça, c'est effectivement une mobilité. Et puis ensuite, je vais bloquer cette mobilité. Donc je bloque ici la liaison pivot au niveau du point A. Est-ce qu'il reste encore des mobilités possibles? Eh bien non, effectivement, puisque le point H et le point D étant fixes, eh bien la position du point G va être définie par les dimensions du solide vert et du solide bleu. Et donc, en bloquant la position de rouge par rapport au bâti, je vais bloquer complètement le mécanisme. Et donc, j'ai bien une mobilité dans cette configuration-là. Ici, au niveau du point D, on a une liaison pivot d'axe Y. Donc ça veut dire qu'entre rouge et vert, le seul mouvement possible, c'est une rotation dans le plan du dessin qui est situé ici. Donc c'est-à-dire qu'éventuellement, le solide vert pourrait tourner autour du point D dans un mouvement de rotation qui serait celui-ci. Et puis le solide rouge peut lui aussi tourner autour du point A dans un mouvement de rotation qui serait celui-ci. Ce qui va comprendre la flèche, oui. Alors maintenant, ce qui va se passer ici, donc, si je reprends l'algorithme d'étude des mobilités, je considère mon mécanisme avec tous ces degrés de liberté possibles. Et puis, à partir du moment où j'identifie un degré de liberté, je regarde ce qui se passe si je le bloque. Donc j'ai vu ici que le solide rouge pouvait tourner autour du point A. Donc ça constitue une mobilité. Et puis ce que je fais ensuite, c'est qu'à partir du moment où j'ai vu que j'avais une mobilité possible en rotation autour du point A, eh bien je vais bloquer cette mobilité-là. Donc c'est-à-dire que je vais bloquer la rotation du solide rouge par rapport au point A, donc la rotation du point D par rapport au point A.
Et finalement, c'est comme si le point D était fixe lui aussi. Donc là, j'ai identifié ma première mobilité. Et en bloquant cette première mobilité, eh bien, j'ai bloqué la position du point D. Pour autant, au point D, ça reste quand même une liaison pivot avec le solide numéro S6. Donc la question que je peux me poser maintenant, c'est est-ce que cette rotation qui existait entre vert et rouge existe toujours? Eh bien, compte tenu de l'ensemble des pièces qui sont présentes et compte tenu du fait que la pièce rouge est maintenant bloquée en position et donc que le point D est bloqué en position, eh bien, cette pièce verte ne peut plus bouger et cette pièce bleue non plus du coup, hein, puisque la distance DH étant fixe, vous n'avez qu'une combinaison possible du triangle DHG compte tenu des trois longueurs DH, DG et GH. Dans l'absolu, vous avez deux configurations possibles, hein, pour ce triangle. On pourrait imaginer un point G qui serait ici situé en symétrie de ce côté-là. Mais ça, on sait bien que ce n'est pas une configuration admissible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement possible. Il faudrait pour ça que le point G saute, saute entre guillemets, de la position actuelle à cette deuxième position qui est ici. Donc, ce n'est pas un mouvement possible. Par contre, s'il n'y a pas de bâti en H, effectivement, donc c'est-à-dire si je supprime complètement la liaison, le solide 7, non pas le solide 7, je vais juste supprimer la liaison ici entre le bâti et le solide 7. Donc si je supprime uniquement cette liaison-là, je suis dans le cas d'une chaîne ouverte, effectivement. Et donc si je supprime, encore une fois, là-haut sur mon schéma cinématique, cette liaison avec le bâti, pousse-toi toi. Effectivement, le solide vert peut continuer à tourner et le solide bleu peut continuer à tourner. Donc on va voir ici le fait que dans le cas d'une chaîne ouverte, eh bien en fait le nombre de mobilités, c'est simplement le nombre de mobilités ajoutées par chacune des liaisons. Et dans cet exemple-là, pour bloquer complètement le solide, il faudrait bloquer en plus la liaison en D. Hop là. Et dans ce cas-là, le solide vert ne peut plus tourner, mais le solide bleu peut encore tourner. Et pour bloquer complètement le mécanisme, il faudrait bloquer encore en plus la liaison en G. Donc on aurait trois liaisons pivots, enfin trois mobilités effectivement dans le système. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que le fait de bloquer la liaison pivot entre S0 et S1 va bloquer la position du point D. Et donc si le point D est bloqué, alors la distance DH est fixée. Et donc le mécanisme articulé constitué des deux pièces vertes et bleues ne peut plus s'articuler. Donc c'est-à-dire que toutes les rotations qui existent dans cette chaîne cinématique sont liées entre elles et vous ne pouvez pas agir sur la liaison pivot d'axe AY sans agir sur les trois autres liaisons pivots. Et c'est bien ce qui est identifié, hein, quand vous écrivez votre équation cinématique, vous allez bien dire que la rotation de S1 par rapport à S0, plus la rotation de S6 par rapport à S1, plus la rotation de S7 par rapport à S6, plus la rotation de S0 par rapport à S7 est égale à 0. Donc vous êtes bien en train de donner ici un lien entre toutes ces rotations. Oméga 1 par rapport à 0, c'est oméga 1 par rapport à 6, plus oméga 6 par rapport à 7, plus oméga 7 par rapport à 0. Et si vous imposez artificiellement le fait que oméga 1 par rapport à 0 soit égal à 0, eh bien cette condition-là va se propager sur les trois autres rotations, oméga 1, 6, oméga 6, 7 et oméga 7, 0. Donc ici, tous les mouvements sont liés et on n'a donc qu'une seule mobilité. Alors maintenant, si on regarde, si on effectue le bilan, ici, dans ce problème-là, on a 6 équations cinématiques pour 4 inconnus cinématiques seulement. Donc ça veut dire que peut-être, déjà, qu'on sera confronté à des problèmes
si les deux équations cinématiques surnuméraires ne sont pas compatibles avec les 4 premières. Ça peut arriver parfois. Maintenant, ici, vraisemblablement, on peut se douter, notamment avec un peu d'expérience, on peut se douter que les deux équations surnuméraires, ça va être des équations du genre 0 égale à 0, qui ne sont pas fondamentalement intéressantes. Et donc, d'un point de vue cinématique, on peut traiter le problème. Par contre, si je regarde d'un point de vue statique, j'ai 18 équations pour 20 inconnus. Et donc, ça veut dire que, en faisant ça, je ne pourrais pas étudier la transmission des actions mécaniques dans mon système, dans mon sous-système, parce que je vais avoir trop d'inconnus statiques par rapport au nombre d'équations à ma disposition. Et donc une possibilité pour tenter de résoudre quand même le problème de transmission des actions mécaniques, c'est de simplifier un petit peu le système. Et la proposition qui est faite, c'est de remplacer au niveau des points D et G les liaisons pivots par des liaisons sphériques. Alors, avec cette deuxième configuration pour le mécanisme ADGH, on va essayer de reprendre un petit peu la même étude que précédemment, à savoir déterminer le nombre d'équations cinématiques et d'inconnus cinématiques, le nombre d'équations statiques et d'inconnus statiques, le nombre de liaisons. Vérifier encore une fois le fait que la somme EC plus ES égale à 6 fois le nombre de liaisons, la somme IC plus IS est égale à 6 fois le nombre de liaisons, et identifier le nombre de mobilités. Alors, dans cette deuxième configuration du mécanisme, on a remplacé ici les liaisons pivots par des liaisons sphériques. Alors, en termes d'équations cinématiques et d'équations statiques, eh bien, en réalité, l'étude n'a pas changé, puisque déterminer les équations cinématiques ou les inconnus ou les équations statiques, ne dépend que de la structure du mécanisme et du graphe de structure. Ici, je n'ai pas modifié le nombre de solides ni le nombre de liaisons, donc j'ai toujours le même nombre cyclomatique. J'ai toujours le même nombre de solides à l'exclusion du bâti. Donc, je vais retrouver le fait que le nombre d'équations cinématiques est égal à 6 et que le nombre d'équations statiques est égal à 18. Rien de nouveau ici. Par contre, évidemment, c'est dans le nombre d'inconnus cinématiques et statiques qu'il va y avoir des modifications. En termes d'inconnus cinématiques, on a toujours une inconnue cinématique pour les liaisons pivots. Combien d'inconnus cinématiques pour les liaisons sphériques? Donc, 3 inconnus cinématiques pour les liaisons sphériques, ce qui conduit, comme le proposait Sadju, à la réponse de 8 au total, c'est-à-dire 3 plus 3 pour les deux liaisons sphériques, plus 1 pour les deux liaisons pivots, ce qui fait bien effectivement 8 inconnus cinématiques. En termes d'inconnus statiques, cette fois-ci, combien d'inconnus statiques dans une liaison sphérique et combien d'inconnus statiques au total? Alors, première proposition 16, qui paraît pas mal, effectivement. Dans les liaisons pivots, on va identifier 5 inconnus statiques. Donc 5 fois 2, 10. 3 inconnus statiques dans les liaisons sphériques. Donc c'est-à-dire 10 plus 6, effectivement, on arrive bien à 16 inconnus statiques. Si on étudie le lien entre le nombre de liaisons et le nombre d'équations ou d'inconnus cinématiques ou statiques, on vérifie toujours le fait que 6 plus 18 est toujours égal à 24, 8 plus 16 est toujours égal à 24, on a toujours 4 liaisons, donc c'est bien 6 fois 4 égale à 24. Ça fonctionne correctement. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en faisant cette modification dans le mécanisme, on a d'une certaine manière renverser la bascule, c'est-à-dire que tout à l'heure, si vous vous souvenez, on pouvait faire l'étude cinématique avec un excédent d'équations par rapport au nombre d'inconnus. Par contre, on ne pouvait pas faire l'étude statique avec un excédent d'inconnus par rapport au nombre d'équations. Et bien ici, le principe est inversé, c'est-à-dire qu'on a 6 équations cinématiques pour 8 inconnus cinématiques. Donc c'est le problème cinématique ici qui ne pourra pas être traité. Par contre, on a 18 équations statiques pour 16 inconnus statiques seulement. Donc le problème statique pourra être traité
à condition que les deux équations surnuméraires ne soient pas incompatibles. Il reste un dernier point à étudier. Alors, si vous n'avez pas de questions, il reste un dernier point à étudier sur cette version du mécanisme articulé de rentrée de train, à savoir le nombre de mobilités. Et ici, je vous laisse mettre en place l'algorithme, le même algorithme que précédemment. M est égal à 0. Est-ce qu'un mouvement est envisageable? Si oui, M plus égal à 1. Je bloque ce mouvement-là. Est-ce qu'il reste un mouvement? Si oui, on boucle. Et sinon, on a déterminé le nombre de mobilités. L'idée, en quelque sorte, en effet, c'est d'essayer de suivre ma chaîne d'énergie, on pourrait dire, ou ma chaîne cinématique. Donc, je sais que le bâti est fixe. Par contre, je sais que le solide rouge peut tourner par rapport au bâti. Donc, j'ai déjà identifié ici un premier mouvement possible. Donc, je vais passer ici à m égale 1. Et ensuite, je bloque cette rotation au niveau du point A. En bloquant cette rotation au niveau du point A, eh bien, ça a exactement la même conséquence que tout à l'heure, c'est-à-dire que le point D va se retrouver fixe. Et voilà toutes les conséquences du fait d'avoir bloqué la rotation entre 1 et 0. Donc, maintenant, est-ce qu'il reste des mouvements possibles dans mon système? Au niveau du point D ici, on avait précédemment une liaison pivot qui autorisait uniquement la rotation autour de l'axe Y. Et on a vu que quand on avait au niveau du point D uniquement une rotation autour de l'axe Y, et au point G et au point H uniquement des rotations autour de l'axe Y, eh bien le mécanisme était complètement bloqué avec le simple fait de bloquer la rotation autour du point A. Ici, c'est différent puisque quand on a remplacé la liaison pivot par une liaison sphérique, on a rajouté des degrés de mobilité entre 6 et 1 et entre 6 et 7. Donc ça veut dire que le mouvement d'articulation qui va faire en sorte que le point G se déplace dans cette direction-là, eh bien lui est toujours impossible. Par contre, le solide vert qui est situé ici entre le point D et le point G, lui, possède encore une mobilité possible. Parce que les liaisons sphériques autorisent toutes les rotations entre le solide rouge et le solide vert, ou bien entre le solide vert et le solide bleu. Donc ça veut dire qu'il reste encore une rotation possible, qui est la rotation propre hop là, du solide vert sur lui-même. Donc voilà ici une deuxième mobilité identifiée. Et maintenant, si je bloque la rotation du solide vert sur lui-même, est-ce qu'il reste des mobilités dans mon mécanisme? Non. On arrive ici à m égale 2. Et puis avec ça, on a traité la partie 3.1 de cette étude. Alors, il reste juste un dernier point dans la question ici. Est-ce que ce mécanisme permet d'assurer la même fonction que précédemment? L'objectif de cette partie-là du mécanisme, les solides S0, S1, S6, S7, c'est de permettre le repli du train d'atterrissage. On voit bien le solide AD représente la jambe du train d'atterrissage. Et puis on identifie bien ici le fait que si on pousse par exemple avec un vérin le point G vers le haut, la conséquence d'un mouvement du point G vers le haut va être de ramener le point D dans cette direction-là. Je vais essayer de faire une flèche qui puisse être interprétée comme une flèche. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que le train d'atterrissage que je prolongeais ici va bien rentrer dans le fuselage. Et en fait, ce mouvement-là va pouvoir être observé quelle que soit la configuration étudiée, c'est-à-dire avec liaison pivot au point D et G, ou bien avec liaison sphérique au point D et G. Donc dans les deux configurations, en fait, la chaîne de liaison qui est présentée ici, avec liaison pivot ou avec liaison sphérique,
va permettre d'assurer le même mouvement de rentrée du train d'atterrissage. Donc, le fonctionnement du mécanisme est respecté et la fonction de cette chaîne de solides reste valable. Par contre, la question qui peut se poser, elle porte effectivement, éventuellement, sur la solidité du mécanisme. Alors ici, en l'occurrence, c'est pas forcément la solidité qui peut poser problème, dans le sens où on peut avoir des liaisons sphériques qui soient robustes, suffisamment pour supporter les efforts euh, qui peuvent exister, notamment parce qu'il faut aussi garder à l'esprit le fait que les efforts qui vont transiter ici dans ce solide numéro S6 sont relativement faibles, dans la mesure où la plupart des efforts que le train d'atterrissage va devoir supporter, ce sont des efforts qui sont liés aux actions mécaniques de pesanteur. Donc, c'est-à-dire des efforts qui vont être repris en fait par l'amortisseur. Donc, ce n'est pas forcément ici une question de solidité. Par contre, ça peut être une question de vibration et de perturbation dans les vibrations. C'est-à-dire que si vous avez des vibrations ici, compte tenu du fait que la tige verte peut tourner sur elle-même, eh bien, elle va pouvoir se mettre à vibrer. Et ça peut être un comportement indésirable dans le fonctionnement de l'avion. Dans la mesure où ce que vous pilotez, vous, pour rentrer, sortir le train, c'est uniquement le mouvement global du train d'atterrissage, mais que vous ne pivotez pas la rotation de la tige sur elle-même, eh bien ça peut être gênant dans l'utilisation du mécanisme. Mais sinon, pour le fonctionnement de rentrée du train d'atterrissage, les deux configurations, avec les ondes pivot ou avec les ondes sphériques, répondent parfaitement au cahier des charges de permettre le mouvement de rentrée du train. Par contre, la notion de solidité, alors si elle n'est pas fondamentalement importante ici parce qu'on peut trouver des solutions avec liaison sphérique qui soient aussi solides qu'avec liaison pivot, gardez quand même à l'idée que c'est une remarque intéressante parce que ça pourrait être le cas aussi dans certains mécanismes. Le fait d'avoir ce qu'on appelle justement le degré d'hyperstatisme supérieur à 0 permet d'augmenter la rigidité du mécanisme et donc d'augmenter sa capacité à supporter des actions mécaniques importantes. Mais ça, on y reviendra à l'occasion du cours et des prochaines séances de TD.